Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui se déporte actuellement sur le site de la mine de zinc de Perquois. Nous avons ce jour un invité exceptionnel qui a accepté naturellement de répondre à nos différentes questions. Nous sommes avec M. Bassolma Bazé, ministre de la fonction publique du Burkina Faso, qui suit de près l'évolution de la situation depuis, il faut le dire, quelques jours maintenant, depuis que ces événements ont été annoncés, et avec notamment 8 mineurs qui sont sous terre à plus de 500 mètres. M. Bassolma Bazé, bonjour à vous. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Cela fera pratiquement un mois, jour pour jour, que nous avons nos frères qui sont donc sous terre. Est-ce que les signaux sont encourageants depuis que les événements se sont accélérés sur le site? Avant de répondre à la question, je tiens à saluer la mémoire de l'ensemble des frères et sœurs burkinabés qui sont engagés sur les différents fronts de lutte contre le terrorisme. Souhaiter prompt rétablissement aux blessés et beaucoup d'encouragement à leurs familles. À vous, les hommes de médias, également nos sincères félicitations et encouragements. Émission que nous sommes en train d'animer qui s'inscrit dans le cadre de la communication pour permettre à l'ensemble du peuple du Burkina Faso et nos amis du monde entier de comprendre la situation que nous vivons. Dans la mesure où ce peuple a droit à l'information, et si on veut l'information saine en termes de sensibilisation et d'éducation, on ne peut que passer par les hommes de médias que vous êtes. La situation est extrêmement douloureuse. C'est justement vous féliciter pour la sérénité, la maturité, le professionnalisme avec lequel cette information est traitée depuis le début. Et il nous appartient également dans la sérénité de nous donner les moyens nécessaires de vous transmettre les informations qui s'y est en vue de les recommuniquer à l'ensemble de la population. Et nous ne pouvons que retenir que, quelles que soient les difficultés sur un champ de bataille, quelle que soit la nature de la situation qui se présente à vous, la profondeur de sa complexité et de ce que ça peut vous faire ressentir comme émotion, c'est un devoir pour nous d'espérer. Et quand on est sur un champ donc, de conquête, de recherche de solutions pour amener des vies qui nous sont assez chères, proches de nous, c'est un devoir d'espérer. On a l'impression que plus le temps passe, les promesses ne sont pas tenues. On avait donné le 5 mai. Après le 5 mai, on continue d'espérer encore. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas assez? Et justement, voilà pourquoi il est très difficile à un moment donné de se lancer dans des délais précis en donnant telle ou telle date. Et nous disons que la douleur est tellement profonde que notre souhait reste qu'à n'importe quelle seconde qui passe, nous atteignons le lieu où sont éventuellement nos frères et qu'on puisse les avoir. J'évite essentiellement de me lancer effectivement dans des questions de délai. Et pour nous, toute seconde qui passe devient assez lourde quand on n'a pas une information précise par rapport à cela. Mais nous gardons toujours espoir qu'à n'importe quel moment, nous pouvons nous retrouver sur une situation qui pourrait nous être suffisamment heureuse. Et nous prions Dieu pour cela. De façon pragmatique, on en est à quel niveau à la date du samedi 14 mai 2022? De façon pragmatique, il faut dire depuis que le gouvernement a eu l'information de ce qui s'est produit sur la mine le 16 avril. Depuis le 16 avril, tous ces embranchements jusqu'au niveau communautaire, départemental, provincial et régional ont été engagés. C'est pour dire que l'ensemble des préfets qui sont dans la province du Sangué, y compris M. le haut-commissaire, en lien avec Madame le gouverneur de la région du centre-ouest, ont fait des déplacements, des multiples déplacements sur le site au nom des orientations qui ont été déjà données par le gouvernement. Ils nous ont permanemment rendu compte jusqu'à ce que le 23 avril, nous-mêmes, nous avons fait le déplacement en tant qu'équipe gouvernementale pour nous présenter sur les lieux. On a fait le reproche parce qu'on disait que le gouvernement est arrivé tardivement sur le chantier. Oui, justement, cela pourrait se comprendre, mais ce n'est pas admissible. Ça pourrait se comprendre que ceux qui se prononcent pourraient ne pas avoir le niveau de comprendre ce que c'est que le fonctionnement d'un État. Un État, ce n'est pas forcément l'individu physique, soit-il appelé un ministre. Un État, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement n'est que le bras exécutif d'un État.
Et justement, quand le préfet agit, il agit au nom de l'État à travers des instructions qui sont données par le gouvernement. Donc, lorsque le préfet se présente, c'est le gouvernement qui se présente. Si le haut-commissaire se présente, c'est le gouvernement qui se présente. Si le gouverneur se présente, c'est le gouvernement qui se présente dans la mesure où c'est sur la base des orientations données par l'équipe gouvernementale. Effectivement, quand nous nous sommes présentés ici le 23, l'administration de la mine nous a indiqué ce qui était arrivé à travers des rapports qu'ils nous ont présentés, mais nous avons d'office exigé la présence des répondants des travailleurs, à savoir les délégués de personnel, qui ont été élus sur la base de la loi 028 portant code du travail de 13 mai 2008. Nous avons exigé à l'endroit de l'administration, mais aussi eux aussi à leur endroit, un rapport sous 72 heures. On était à samedi, les rapports en tout cas sont rentrés le lundi qui suivait. De l'analyse des rapports jusqu'au 1er mai, nous sommes encore redescendus sur les lieux ici avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour encore écouter l'évolution de la situation et nous nous sommes déplacés sur l'ensemble des points pour voir de visu et l'effectivité, la concordance entre les propos de l'administration et la réalité sur le terrain. De retour à Ouagadougou, nous avons estimé que ça en faisait maintenant trop au vu du temps qui avançait. Il fallait se rapprocher du site en vue d'amoindrir, j'allais dire, la longueur administrative qui peut retarder un certain nombre de décisions à prendre ou à mettre en œuvre. Donc vous donnez raison à ceux qui pensent qu'effectivement la présidence du gouvernement a été un coup d'accélérateur. Non, pas du tout. Ça veut dire le fait de prendre des dispositions pour raccourcir une lourdeur administrative ne veut pas forcément dire que le gouvernement n'est pas présent. Et si, par exemple, vous avez la possibilité d'agir sur une action donnée par une personne interposée qui vous représente, le fait que vous représentiez forcément sur la place de façon physique n'enlève en rien la capacité de celui que vous avez mandaté d'agir à votre nom. Mais si vous estimez qu'au fur et à mesure que nous nous rapprochons, il faut retoucher tel et tel élément pour mieux avancer, c'est ça qui a amené le gouvernement à se rapprocher dans la mesure où aujourd'hui, si nous détectons une situation par un préfet, par un haut-commissaire, par un gouverneur, on ne va pas forcément toucher le ministre de l'administration territoriale. Mais vous savez au moins que la présence des ministres est totalement différente quand même d'un haut-commissaire ou d'un préfet. Le langage de vérité que vous pouvez tenir, peut-être le haut-commissaire ou le gouverneur ne pourront tenir ce même langage. Non, je ne peux pas du tout douter en cela dans la mesure où tous les rapports qui nous ont été transmis sur la base de ce qui a été donné comme orientation, nous avons été beaucoup rassurés. Beaucoup rassurés, le 23, que ce soit le 23, notre présence, que ce soit le 1er, et tous les appels et autres que nous recevons, nous sommes rassurés. Mais justement, il appartient à tout commis de l'État, à tout responsable, à quelque niveau que ce soit de l'État, de s'assumer individuellement, mais aussi collectivement. C'est vrai qu'il n'y a pas un papier qu'on pourrait transmettre à un préfet, à un haut-commissaire, à un gouverneur d'être ferme, mais vous devriez comprendre que vous agissez au nom d'un peuple. Le peuple, il est exigeant et c'est son droit. Nous devrions réunir toutes les conditions nécessaires au-delà de notre propre vie, quel que soit ce que nous pouvons subir, de respecter ce peuple et de le faire respecter. Et ce peuple qui pense que vous avez agi tardivement, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ils sont nombreux les citoyens qui n'ont pas compris que vous ayez attendu jusqu'au 23 avant d'agir. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, au risque de me répéter, c'est de dire tout simplement que les citoyens qui sont nombreux peuvent être liés aussi au taux d'analphabétisme dans notre pays. Et vous savez très bien que si la communication qui est faite aussi à leur endroit n'est pas saine, tous ceux qui communiquent sur la question de Pourra ne sont pas des gens qui veulent forcément que ça aille correctement, parce qu'il peut avoir des intentions. La question de Perquois. De Perquois, justement. Voilà. Dans la mesure où il y a une mine également là-bas, nous sommes à Perquois. Dans la mesure où chacun peut agir avec des intentions qu'on ne peut pas forcément lire. Mais il y a des gens qui sont corrects. Ministre, hein? Non, la légitimité, oui, mais voilà pourquoi le gouvernement s'est impliqué dès le départ, depuis le 16. Et des vies humaines qui sont en danger, c'est ce que nous répétons, ce sont nos frères, ce sont nos neveux, ce sont nos cousins. Il est un devoir pour nous, en tant que Burkinabés d'abord, et gouvernement ensuite, de répondre présent, quels que soient les risques que nous allons encourir pour pouvoir sauver leur vie. Donc, ce que nous lançons à l'ensemble du peuple burkinabé, premièrement, c'est de féliciter les uns les autres pour leur mobilisation, leur accompagnement, et surtout le fait qu'ils se déplacent pour venir à la source et avoir l'information juste. Parce qu'une chose, c'est d'apprendre qu'une situation se déroule, et l'autre chose, c'est de chercher véritablement à comprendre et toucher la réalité du droit pour agir. La preuve est que ceux qui estiment que le gouvernement est arrivé tardivement sur les lieux, c'est les mêmes qui ont dit que l'eau n'a pas bougé d'un iota. Devant vous, nous avons rencontré un certain nombre de responsables de l'OSC qui se sont confondus en excuses en disant qu'ils n'ont pas agi de façon correcte.
ce sont les mêmes qui ont dit que les membres des familles directement touchées ont été abandonnés à eux-mêmes. Vous aurez l'occasion de repasser par le Haut Commissariat et également toutes les rencontres que nous avons tenues, ils sont tous présents. Donc une chose est d'analyser une situation en venant à la réalité, c'est ce que nous exigeons, en étant en contact avec l'ensemble des preuves, que de rester de façon lointaine et prendre des positions. Je répète que l'État est organisé jusqu'au département représenté par le préfet. Et dès lors qu'ils agissent, c'est le gouvernement qui agit. Alors, parlons à présent donc de l'implication même du gouvernement. On a senti que c'est quand le gouvernement a commencé à venir, notamment le Premier ministre et les autres membres du gouvernement, que les choses ont eu un coup d'accélérateur. Il y a même eu des quiproquos entre vous et les responsables de la mine, monsieur le ministre. Non, le quiproquo entre nous et les responsables de la mine n'est pas forcément lié au fait que le gouvernement s'est déporté sur les lieux. Nous disons très bien qu'un gouvernement qui respecte un peuple, qui agit au nom d'un peuple, doit avoir une certaine fermeté pour faire respecter un certain type de mesures. C'est très important. On pourrait ne pas se déplacer, et de toute façon, nous ne sommes pas déplacés dès le premier jour, mais la fermeté à travers laquelle nous avons agi, ça a été toujours les mêmes résultats que nous avons attendus. Et même jusqu'à aujourd'hui, la quantité d'eau que nous sommes en train de constater de façon heureuse, qui s'est augmentée, ça ne se limite pas à cela. Nous continuons d'agir dans l'objectif d'implanter une troisième ligne qui puisse davantage augmenter cette quantité d'eau que nous pompons. Donc la fermeté du gouvernement a toujours existé depuis le 16, dès lors que nous avons appris que véritablement sur la mine, ça ne va pas. Et il faut aussi comprendre que quand nous sommes arrivés ici le 23, comme je l'ai dit, après avoir pris connaissance du contenu des rapports, après avoir constaté un certain nombre de faits, en plus de la visite du premier et le déplacement du gouvernement dès le 5 mai pour se mettre en place, nous avons déjà, à travers le haut commissaire, les différents préfets, le gouverneur, annoncé un certain nombre de mesures. La première mesure, c'est le fait d'engager une commission d'enquête pour situer les responsabilités. La deuxième mesure, c'est, à travers la justice, prendre des dispositions pour que ceux qui doivent être concernés par ces types d'enquêtes ne quittent pas le territoire. La commission d'enquête, elle est chapeautée par qui concrètement? La commission d'enquête est chapeautée par la justice. La justice burkinabé, est-ce que vous confirmez à ceux qui nous regardent sur Burkina Info que la justice est en train de faire un travail actuellement sur le terrain? Exactement. Au moment même où je vous parle, les deux responsables de la mine qui ont été interdits de quitter le territoire sont au niveau de la police à Réau dans le cadre de ces enquêtes qui sont menées par la justice. Est-ce qu'ils ont été interpellés? Oui, mais justement, si nous avons pris des dispositions pour qu'ils ne quittent pas le territoire, c'est pour que justement ils restent disponibles pour la justice. L'interpellation, c'est quand on vous retrouve dans une situation où vous êtes à position de fuir ou en tout cas de vous dissimuler, que nous pouvons parler d'interpellation. Dès lors qu'ils sont pour le moment libres de leur mouvement, mais à la disposition de la justice à n'importe quel moment donné pour que ces travaux d'enquête puissent avancer. Donc, en plus du fait que ce gouvernement a pris ces mesures de démarrer l'enquête, au niveau de la santé, il y a une équipe qui a été mise en place également pour surveiller toute évolution au niveau de la famille, mais également être disponible pour qu'à n'importe quel moment, si nous arrivons à toucher la chambre de refuge qui est visée et que les frères y sont retrouvés, quels sont les dispositifs qu'il faut mettre en œuvre au cas où ils seraient en vie, on va dire Dieu merci, comment il faut agir immédiatement pour les remettre en état de vie. Vous avez dit au cas où il serait en vie. Ça veut dire que vous-même vous doutez qu'il soit toujours en vie? Non, mais un homme qui est sérieux, qui joue de tous ses sens, ne doit pas parler comme s'il était un Dieu. Même Dieu même a des imperfections. Nous avons toujours dit que l'homme, il est 9, il n'est pas 10. Donc, par conséquent, il faut avoir aussi la maturité de comprendre que quand vous prenez des positions sur des faits qui sont de la nature, ce n'est pas des mathématiques. Et même au niveau des mathématiques, on peut faire des erreurs. Donc, permettez-moi donc, dès lors qu'on loue, nous prions nos man, nous prions Dieu, nous prions la nature de nous accompagner pour retrouver les frères. À 90%, c'est ce que nous espérons, mais nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qu'on appelle la décision divine. La fameuse chambre de refuge, justement, parlons-en, elle peut tenir sur combien de temps et quelles sont les explications qui vous ont été données? Est-ce qu'on a toutes les garanties que même s'ils y sont, ils sont en vie aujourd'hui? La chambre de refuge que nous avons pu visiter, telle qu'ils nous l'ont dit, depuis le 23 que nous avons tenu de voir, celle qui est à l'espace accessible déjà peut contenir 20 personnes. Ça, on n'a rien trouvé. La première chambre a été atteinte sans qu'on ait trouvé quelqu'un. Dans cette chambre qui a été vérifiée, il y a une capacité d'une vingtaine de personnes. La chambre qui est visée, il nous est revenu que ça a une capacité de 26 personnes. Mais le contenu et la capacité de durée de vie dans la chambre est évidemment en fonction du nombre de personnes qui sont à l'intérieur. Si une chambre est équipée pour accueillir 26 personnes, je me dis qu'en principe, 8 personnes, si les conditions
normales sont réunies, telles que théoriquement décrites à notre endroit sont réunies, en principe, ça devait nous permettre davantage de maintenir notre niveau d'espoir. Mais je dis bien attention, voilà pourquoi je parle au conditionnel souvent. Parce que dès lors que c'est des rapports administratifs qui nous sont donnés, nous sommes affirmatifs quand nous avons la réalité touchée de doigt en complément de ces rapports administratifs. Parce que les propos tenus par les techniciens, les rapports qui sont envoyés par des mines, on peut regarder un rapport après. Si vous prononcez de façon tacite, affirmative sur cette base, à un moment donné, vous pouvez vous trouver à regretter. Oui. Nous avons déjà interpellé la mine que, surtout, nous ne souhaitons pas qu'à une étape donnée, on fasse mentir l'équipe gouvernementale. Oui. Vous nous donnez des rapports, vous prenez des positions que vous expliquez à travers vos techniciens. Nous sommes très prudents jusqu'à aller toucher du doigt ce qui existe. À preuve, la chambre que nous avons visitée, nous, notre souhait est que cette chambre puisse contenir de la nourriture. Il a toujours été affirmatif de la part de la mine, mais nous cherchons de toucher l'élément de la réalité de visu. Ils vous ont donc rassuré que la chambre qui Ils ont rassuré que il y a de la nourriture, la chambre est alimentée par l'air, il y a de l'eau. Ils nous ont même dit qu'il y a des réserves alimentaires. Et nous leur avons dit que, justement, ce qui peut permettre, ce qui peut amener un gouvernement à hausser le ton à l'endroit d'un partenaire, financier soit-il, c'est quand il commence à constater qu'il y a un manque de concordance entre les dires et les faits. Nous ne sommes pas venus pour qu'on nous fasse mentir à notre peuple. Nous représentons le peuple, nous parlons au nom du peuple, nous agissons au nom du peuple. Et vous avez été ferme avec les responsables de la mine sur la question. On ne peut pas ne pas être ferme parce que nous avons clairement dit que si le gouvernement a eu le devoir d'engager une commission d'enquête, ce n'est pas pour lésiner ni sur les moyens ou encore caresser quelqu'un dans le sens du poil. Alors, et quand nous parlons de ces enquêtes qui sont engagées, ce n'est pas seulement la mine, ça sera à tous les niveaux. Et même au niveau de l'État, nous qui assurons la continuité de l'État, nous devons nous assurer avec courage. Dans 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, qui n'a pas fait quoi? Parce que la mine n'a pas commencé à fonctionner aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'études d'impact environnemental qui ont été faites? Est-ce qu'il n'y a pas eu des rapports qui ont été faits par les différents techniciens? Ces rapports ont-ils été mis en œuvre? Si ça n'a pas été mis en œuvre, quel est le répondant de l'État et à quel niveau était-il? Même s'il a la retraite, il viendra répondre. Même si pour l'instant, l'objectif principal, notre concentration énorme, c'est de viser en tout cas le lieu où se trouvent nos frères pour aller les libérer. Alors l'autre aspect de la question, c'est de savoir aussi, on n'a aucun contact avec eux depuis que cela a commencé. Mais justement, ils nous ont dit que dès les premiers moments, ça veut dire la journée du 16, il y avait toujours des contacts. Mais ils ont pu échanger avec eux? Il y avait toujours des contacts, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais après ça, ces contacts se sont estompés en annonçant le fait que bon, les circuits électriques ont été noyés, ainsi de suite. Ça, j'ai dit bien, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, toujours est-il que dans les questions de rapport ou des enquêtes qui sont en train de faire, tout ça là, ça va sortir. C'est ce qui fait que quand ils nous indiquent également que la chambre continue d'être aérée, et ça veut dire l'air qui est pompé, qui est envoyé dans la chambre, continue d'être envoyé sur la base des vérifications, et qui leur permettent de nous dire qu'en principe, la chambre, l'espace devait être toujours libre. Nous parlons toujours au conditionnel quand on doit utiliser cet état de fait. C'est ça qui fait que nous disons que ce rapport d'enquête que nous avons engagé pour situer les responsabilités, ça ne sera pas seulement au niveau de la mine. D'abord, au niveau de la mine, ce qu'il faut dire, nous avons rappelé que l'ensemble des partenaires techniques ou financiers qui viennent dans nos pays, ce n'est pas forcément pour les beaux yeux d'un peuple. C'est des gens qui font du commerce, ils viennent pour du bénéfice. Et s'ils viennent trouver un environnement qui n'est pas sérieux, ils vont faire le maximum de leurs bénéfices et puis repartir. Je vous rappelle que cette mine de Perquois, si on veut même la classer à travers les mines du monde qui exploitent le zinc, c'est la première mine au monde. Parce que généralement au monde, quand on voit une mine qui va à 5% de dose de minerais qu'on recherche, on dit que c'est déjà bon. Or, dans cette mine, il est arrivé une période où on était à 30 à 40%. Aujourd'hui, nous sommes autour de 15%. Donc, c'est pour dire même qu'elle peut être classée au niveau mondial comme une première mine. Pendant plus d'une dizaine d'années qu'elle est exploitée, quel est l'impact réel qu'on peut toucher du doigt au niveau des communautés, même au niveau de l'État? Donc, quand je dis que les responsabilités doivent être situées, c'est justement interpeller le niveau de l'État. Tous ceux qui ont agi au niveau parlementaire, au niveau exécutif, quand je dis au niveau parlementaire, prenez le Code du travail, la loi 028 portant Code du travail dans notre pays, du 13 mai 2008. Quand des députés vont voter une telle loi, ou quand vous voulez les interpeller, ils disent qu'ils voulaient des normes attractives. Une norme attractive, bâclée de cette façon, c'est à la limite une façon d'organiser vos frères et sœurs du même pays, puis les vendre à des gens qui viennent chercher de l'argent. Quand, par exemple, on vient signer des contrats à durée déterminée, renouvelables une fois,
ou bien on peut licencier un travailleur et les dommages et intérêts sont planifiés. Mais si vous interpellez celui qui est venu pour chercher son argent, il vous dira que c'est le contenu de votre loi. Voilà qui est clair. Je veux qu'on revienne encore une fois de plus sur le processus de sauvetage. À l'heure où nous sommes, on en est à combien de litres d'eau qui ont été pompés et quelles sont les perspectives qui s'annoncent? Je pense qu'aujourd'hui, puisque la quantité de l'eau qui est pompée par jour est fonction non seulement de la continuité fonctionnelle des machines, et en souhaitant qu'il n'y ait pas un arrêt pour des questions de panne ou de ravitaillement. Or, dès lors qu'il y a une question de panne ou de ravitaillement, il y a une intervention, et le pompage, la quantité d'eau pompée ne peut pas être linéaire. Nous sommes heureux de constater que quand nous sommes venus le matin, on nous a annoncé de plus de 3 millions de litres qui ont été tirés de cette eau. Et nous avons fait une progression de 2 mètres et quelques. Donc, 2 mètres sur combien environ? 2 mètres, 2 mètres parce que, oui, il faut dire que comme la mine est située sur la branche de 580 mètres, quand je parle de branche, ce sont des niveaux. Les niveaux, chaque valeur ou chaque épaisseur est de 30 mètres. Donc, on évolue de 30 mètres à 30 mètres. Donc, quand on est à un niveau, par exemple 550, le niveau qui suit, c'est 580. Ça veut dire qu'on a déjà dépassé les 30 mètres et on est au niveau 580. Nous disons que, techniquement, il nous a été dit que la chambre de refuge qui est visée actuellement est située dans l'intervalle, dans l'épaisseur de ces 30 mètres-là, sur le niveau 580. De façon précise, ils nous ont également précisé qu'à partir de 580, si on avance d'1 mètre à 1 mètre, c'est précisément au niveau 11e mètre. Voilà, donc ça veut dire qu'au niveau de 591 mètres. Aujourd'hui, les données qui nous ont montrées dans la salle indiquent que nous sommes à 5 mètres et quelques de la carte de refuge qui est visée. Oui. Mais attention, mètres, oui, 5 voilà. mètres à la verticale. À la verticale. À la verticale. Parce que pour les citoyens qui nous regardent, qui nous écoutent, voilà, après ils vont se dire 5 mètres, ce n'est pas grand-chose. Oui, c'est grand-chose dans la mesure où 5 mètres à la verticale, si vous prenez même la mine, dont la profondeur totale est 710 mètres à la verticale, pour atteindre les 510 mètres, il faut parcourir 5,043 km pour pouvoir atteindre le fond. Donc 5 mètres également à la verticale, ce n'est pas moins d'une quarantaine de mètres à parcourir dans les galeries pour pouvoir atteindre le lieu. Donc c'est 5 mètres à la verticale, mais en sillonnant les galeries, ce n'est pas 5 mètres. Donc il faut qu'on soit très bien précis. Mais maintenant, ça veut dire que même si on est à 5 mètres à la verticale, avec la distance qu'il doit falloir parcourir dans les galeries, il faut tenir compte de tout type d'aspect de matériel qu'on pourrait rencontrer dans ces galeries. Parce qu'avec le flux de l'eau, il y a eu beaucoup de matières qui ont été transportées. Aujourd'hui, on se retrouve à des endroits où l'épaisseur de la boue simple peut atteindre 1 mètre, 1 mètre et demi. Donc c'est cette boue que les sapeurs-pompiers rentrent à leur tour après avoir pompé l'eau. Il faut fouiller toute la boue, voir s'il n'y a pas de matériaux à l'intérieur, voir s'il n'y a pas un être humain à l'intérieur. Et c'est quand eux ils finissent que d'autres machines viennent racler l'eau, racler la boue. Et quand la boue est raclée, d'autres machines viendront encore avec des remblais pour remblayer et niveler jusqu'à un niveau acceptable afin de pouvoir rétablir les circuits électriques, afin de pouvoir disposer les machines qui doivent alimenter les raccords pour pouvoir tirer l'eau, etc. Donc c'est tout ça qui peut faire que la progression n'est pas aussi rapide comme on le souhaite. L'autre niveau, l'autre élément qui fait qu'il y a des difficultés, quand par exemple la galerie est de façon continue, ça veut dire qu'il n'y a pas d'embranchement, parce que l'exploitation du filon, il peut arriver des lieux où c'est tout droit, mais il peut arriver aussi un lieu où le filon a fait des éparpillements dans la roche. Donc s'il y a eu beaucoup d'éparpillements, où la roche a été creusée en plusieurs endroits, en plus de la galerie principale, nous avons des embranchements. Donc si on est au plein milieu de cette galerie, pour pomper l'eau, on pourra pomper 3 millions de litres, mais on va avancer moins, dans la mesure où plus on pompe, l'eau des galeries secondaires est obligée de redescendre au point central pour pomper. Donc, or, il y a des lieux, quand la galerie est toute droite, on peut même pomper 2 millions de litres et constater qu'on est avancé de 2 à 3 mètres. Alors, monsieur le ministre, je veux qu'on reste toujours sur ces explications pour que le citoyen moyen qui nous écoute, lambda qui nous écoute, puisse comprendre que c'est un travail très difficile parce que ce qu'on écoute, on pompe l'eau, mais il y a de la boue aussi qu'on croise. Et là, ça veut dire que ça rend encore la tâche plus difficile pour les secouristes et même pour les pompiers parce que vous avez même demandé que les pompiers qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour qu'ils ne plongent pas et se retrouver encore dans d'autres situations complexes. Exactement. Oui. Comme je l'ai dit, je synthétise en disant que l'eau a charrié beaucoup de matériaux et de boue. Et quand l'eau est pompée, quand l'eau est dégagée, il y a des endroits où on peut trouver de la boue à une épaisseur d'1 mètre à 1 mètre et demi. C'est en ce moment qu'intervient le travail des pompiers.
Et ces pompiers doivent venir fouiller la boue pour voir s'il n'y a pas un être humain à l'intérieur ou s'il n'y a pas d'autres objets qui ont été charriés. Et quand ils finissent leur étape, la troisième étape, c'est des machines qui vont venir racler cette boue. La quatrième étape, c'est d'autres machines qui vont venir avec des remblais pour damer, mettre à niveau afin de permettre aux autres machines et véhicules qui viennent de mieux circuler. Cinquième étape, il faut rétablir le circuit électrique dans la zone pour pouvoir disposer des machines qui seront branchées afin de poursuivre le travail. Maintenant, dès lors que nous disons que nous sommes à environ 5 mètres et quelques de la carte de refuge qui est visée, mais en sillonnant les galeries, ça va dans plus de 20 mètres, et nous avons envisagé la possibilité que des sapeurs-pompiers et des plongeurs puissent voir dans quelle possibilité ils peuvent atteindre cette carte de refuge. Est-ce que techniquement c'est possible actuellement? Est-ce que je pense que ceux qui sont là, oui, les pompiers sont prêts. Ce sont des, parce que les informations que nous avons eues, oui, techniquement, tout n'était pas réuni pour qu'ils puissent commencer à plonger. Ah, je ne sais pas si vous avez demandé à un technicien, il vous l'a dit, je pense que tout est réuni. Ce qui n'est pas réuni, quand je dis tout est réuni, c'est au niveau technique à leur niveau. Okay. Mais ils doivent plonger dans une eau. Nous devrions prendre les dispositions pour connaître la qualité de cette eau. Okay. Voilà pourquoi nous avons instruit le laboratoire du BUMIGEP qui a fait le prélèvement à fond pour aller analyser, mais le BUMIGEP se limite à analyser la qualité des matériaux et la concentration dans l'eau. Mais la qualité bactérienne et autres, ça c'est le laboratoire national de santé publique. Oui. Et vous voyez, ils viennent tout juste, ils sont toujours dans la fosse pour faire le prélèvement rapidement et retourner sur Ouagadougou pour nous rassurer des données bactériologiques qui permettront aux sapeurs-pompiers de s'assurer d'un minimum sur la qualité de l'eau avant maintenant de passer en tout cas à ces activités de plongée. De plongée. Alors la cage de refuge, justement, on en parle, ce n'est pas la seule, hein, parce que ce qui nous revient, c'est qu'il y a une autre qui existe. Ça veut dire que si on n'arrive pas à trouver nos parents ou nos frères qui sont disparus, on peut les retrouver ailleurs. La mobilisation qui est faite ici, oui, c'est justement aller même au-delà de cette cage. Oui, parce que tout le monde fonde l'espoir dessus. Si nous fondons, voilà. Exactement. Voilà pourquoi je me refuse également de rentrer dans les questions de délai. Oui. En disant, si nous disons demain et puis demain arrive, tout le monde attend en vain, nous-mêmes nous continuons à alourdir la douleur, à approfondir la douleur de ce peuple et de tous les parents qui sont directement impliqués. Et nous souhaitons qu'à chaque seconde qui passerait, on nous dise, nous sommes à une étape où nous sommes en train de voir les frères, c'est ça qui nous préoccupe. Pour dire également techniquement ce qui nous a été indiqué, c'est qu'effectivement, après cette cage qui se situe au niveau 580, il y a une autre deuxième cage qui se trouve au niveau 700. Mais tous nos espoirs, nous leur avons demandé, ils nous ont dit que techniquement, au moment de l'intervention de l'inondation, les uns et les autres se trouvaient au niveau 500 et 600. Ça veut dire que la cage de refuge qui devait être la plus proche, c'est la cage qui est en train d'être visée. Donc il y a plus de chances de les retrouver à ce niveau-là. C'est ce qui a été dit techniquement au vu des alertes et des positionnements matinaux qu'ils ont fait dans la mine à fond, puisque chacun a son poste de travail. Il a une machine de travail, il a une zone de travail. Les indications qui ont été données, leur zone d'intervention, ça veut dire la cage qui est située à 500, dans la zone de 580, qui est actuellement visée, probablement aurait été la plus proche, qui serait facilement atteignable par les éléments de la zone. Donc ce sont les données techniques qui nous ont été données. Notre souhait et l'ensemble de nos prières, c'est que véritablement ce soit une réalité et qu'on retrouve nos frères dans cette cage. Alors au total, au début, c'était 24 personnes. C'est 8 qui y sont restés. Est-ce qu'on vous a expliqué comment se fait-il que ces 8-là soient pris au piège? Et je pense qu'ils nous ont donné des moyens techniques qui indiquent que quand il y a un problème, il y a des alertes qui sont envoyées dans la mine. Maintenant, comment chacun s'est débrouillé pour s'en sortir, il serait difficile individuellement pour nous de le savoir. Toujours est-il que quand vous devrez rentrer dans la mine, il y a une préparation qui se fait en surface avec un numéro étiqueté qui vous est attribué, qui porte votre nom, qui porte votre signature, et ce numéro étiqueté est accroché à un autre tableau qu'on appelle tableau de fond. Donc, s'il y a 10 personnes qui sont dans le fond et chacun a son numéro et la liste est correctement remplie, en cas de sortie, on vérifie sur la base de ces numéros quelles sont les identités qui sont dehors. Donc, ceux qui ne répondent pas à l'appel, ce sont ceux dont les numéros n'ont pas été identifiés dans la mesure où quand l'intéressé ressort, dès lors qu'il remet son numéro, il doit signer pour dire qu'il est sorti. Donc, si on fait la vérification et qu'on constate qu'il y a des gens qui manquent à l'appel, c'est cette vérification qui a amené la mine à dire qu'il y a 8 personnes qui sont véritablement toujours dans le fond, dans la mesure où leurs numéros sont
à l'extérieur. 6 Burkinabés, un Zambien et puis un Tanzanien. Alors au jour d'aujourd'hui, est-ce que les familles, vous arrivez à les convaincre que ces personnes-là sont vivantes encore? Et je pense que le ministère des Affaires étrangères est rentré en contact avec l'ensemble de ces pays et nous avons donné des instructions à la mine que leur déplacement et leur séjour ici soient pris en charge. Avant de venir ici, on m'informait qu'il y avait déjà un qui était prêt à atterrir. Et nous avons encore mandaté notre collègue du ministère des Affaires étrangères de l'accueillir pour qu'il puisse être dans des conditions. On ne peut pas perdre d'espoir dans cette situation jusqu'à la dernière seconde. Nous ne sommes pas la nature, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas les ancêtres. Nous les prions que véritablement les frères que nous sommes en train de rechercher, qui sont au nombre de 8, quelle que soit leur nationalité, nous puissions les trouver en vie. Donc nous ne pouvons pas mobiliser une personne, une famille et être au devant en donnant des signes, des signaux qui indiquent que vous-même vous êtes à la limite du désespoir. Il faut toujours espérer. C'est de cet espoir qu'on se nourrit et on doit avancer jusqu'au bout. L'autre aspect, c'est souvent aussi ces descentes qu'on a vues à plusieurs reprises. C'est vous qui les organisez, c'est vous qui descendez. Est-ce que c'est une manière pour vous de montrer que tout le monde peut se retrouver dans cette posture de ces Burkinabés, de ces Africains-là qui sont pris au piège? Ça, c'est très évident. C'est ce que nous avons dit d'abord à la direction de la mine et tous les frères qui travaillent avec eux, que ceux qui sont au niveau du fond, chacun pouvait se retrouver à l'endroit où ils sont actuellement. C'est ce qui fait que même si c'était des poulets qui étaient là-bas, le propriétaire de ce poulet devait ressentir de la douleur. On n'en parle pas des êtres humains. Voilà pourquoi aussi j'ai dit à l'ensemble des familles directes que tous ceux qui sont mobilisés ne sont pas en train de chercher à sauver le neveu de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, le frère de quelqu'un. Ils sont en train de chercher à sauver leur propre frère. Quelle que soit la nationalité ou les différentes nationalités qui pourraient se retrouver ici, même s'il n'y avait pas un Burkinabé parmi eux, c'est un devoir pour nous, en tant que pays des hommes intègres, de nous mobiliser et indiquer qu'un homme, un humain est égal à un humain. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi, et même en termes de tenir les responsabilités, situer les responsabilités, nous ne nous sommes pas limités au fait qu'au plan moderne, technique et administratif, il y a des actions qui sont posées. Nous sommes même partis jusqu'au-delà pour interroger les communautés qui environnent le site minier pour comprendre quelle est la qualité du climat. Et c'est en ce moment que nous avons découvert que même au niveau des communautés, il y avait des face-à-face. Alors, oui, est-ce que vous pensez que cela a eu un impact sur les événements que nous avons connus? Parce que ce qui nous est revenu, il y a des questions de sacrifice et vous-même, vous avez dû faire des sacrifices, c'est ce qui nous a été dit. Mais il faut dire que dès lors qu'on est en lien avec la nature et que ce n'est pas du déterminisme mathématique, tout est possible. Dans la mesure où, vous savez très bien que dans nos contrées, au vu des coutumes, même pour creuser une tombe, c'est le chef de terre qui vient, qui donne le premier coup de pioche et puis donne l'autorisation de creuser. Donc, si on doit également implanter une galerie qui doit aller de façon profonde dans le sol, il y a des sacrifices qui doivent être effectivement faits. Nos interrogations se sont tournées autour de comment les relations entre les mines et puis l'ensemble des représentations traditionnelles se sont opérées. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu beaucoup de manquements. Beaucoup de manquements parce que quand nous avons interrogé... Du fait de la mine ou entre les communautés? Parce que ce qui nous revient, c'est que chaque année, la mine donne environ 700 000 francs pour les sacrifices. Maintenant, s'il y a des divisions au sein de la communauté, est-ce que cela est du ressort de la mine? Oui, mais il faut situer les responsabilités, c'est sur ce terrain où nous sommes. Okay. Parce qu'il ne suffit pas seulement que la mine nous parle. La mine nous a dit, quand je suis revenu pour chercher à comprendre, ils nous ont dit qu'avant, eux, ils donnaient 1 million par an dans le cadre des sacrifices et qu'entre-temps, ils sont passés à chaque 6 mois qui donnent 750 000. Ça veut dire 1 500 000. J'ai eu un de leurs rapports qui indique que le bilan financier qu'ils font en relation avec ces traitements traditionnels remonte à 11 millions de francs CFA. Bon, je leur ai dit, mais si quelqu'un vient prendre chaque fois 750 000 francs chaque 6 mois, vous ne le donnez pas comme ça en tant qu'individu qui passe. Il doit avoir des traçabilités. Nous attendons les signatures de tous ceux qui sont passés pour vérifier l'exactitude des propos. Nous sommes en train d'attendre ces copies, ce n'est pas encore venu. Quand j'ai écouté la communauté riveraine, ce qui est ressorti, c'est que la mine a donné 1 million une seule fois, et les autres fois, ça fait 750 000 francs qu'ils donnent. Par an? Par an. Pour les sacrifices? Pour les sacrifices. Est-ce que c'est toutes les communautés qui reçoivent ou bien il y a des délégations qui reçoivent? Puisqu'ils estiment, mais justement, c'est là-bas également qu'il y a eu les mésententes au niveau des communautés. Dans la mesure où la mine est installée ici à Percoin. Or, les habitants de Percoin, c'est un frère de Sanguier qui est venu s'installer là. Et toutes les coutumes qui s'opéraient dans la zone, ils ont des sites coutumiers en lien avec les ancêtres qui sont toujours à Sanguier. Donc c'est à Sanguier, en principe, que généralement, selon les explications qui nous sont données,
tous les sacrifices se faisaient. Ça veut dire que même les grands-parents de ceux qui sont à Perquan se déplaçaient pour aller faire ces sacrifices. Mais avec l'arrivée de la mine, il est arrivé qu'il y a eu une mésentente à quelque part, de sorte que les communautés qui sont installées ici ont estimé qu'elles étaient à mesure de faire leurs propres sacrifices sur les lieux. Donc, si la mine a débloqué de l'argent, cet argent doit avoir été remis directement à ceux qui sont installés, qui ont estimé qu'ils pouvaient faire les sacrifices immédiatement sur place. Par conséquent, ce qu'on a regardé, c'est que si l'explication tient la route, ceux qui reçoivent ici et qui font les sacrifices, ça veut dire les sacrifices qui devaient être faits sur la base initiale où étaient les ancêtres, ne continuaient plus. Et quand nous sommes passés là-bas avec l'équipe gouvernementale hier soir, le chef de Sangué a clairement dit que ça fait 8 ans, jour pour jour, que les sacrifices ne sont plus opérés à leur niveau. Ça veut dire que ça fait 8 ans qu'ils n'ont absolument plus fait de sacrifices. Ils font les sacrifices qui engagent leur communauté, mais pas des sacrifices en lien avec la mine. Donc, ça fait 8 ans jour pour jour que ce que la mine devait débourser pour que ce sacrifice continue de se faire, ne se fait pas. Voilà pourquoi, pour situer les responsabilités, dans un cadre de démarche sérieuse, il faut avoir les preuves. Donc, nous attendons qu'on nous donne la liste de ceux qui signaient et qui prenaient cet argent. Est-ce que le chef a essayé de vous faire comprendre ce que les 8 années équivalent en fait aux 8 personnes qui sont actuellement sous Mais c'est ce qu'il a laissé justement entendre hier. Mais nous disons que quand nous sommes arrivés, nous avons voulu creuser à comprendre au niveau de ce chef du Sangué, au niveau de celui qui est à Perquan, quand tous ces éléments sont ressortis, j'avoue qu'il est arrivé des moments, 2h, 3h du matin, nous sommes en train de courir dans les villages. Parce que les tensions, 2h, 3h du matin. 2h, 3h du matin. Nous avons dû réveiller certains responsables coutumiers. Mais Ismaël, quand le propos introductif vient, si vous n'avez pas le courage, vous n'allez pas poursuivre. Parce que les guéguerres qui sont nées en lien avec la mine, en lien avec la fratrie, est arrivé à un moment donné où des gens même ont juré entre eux de ne pas se voir. Des chefs de la même zone ont juré de ne pas se voir. Plus se parler. Et en jurant de ne pas se voir, et il est même ressorti 5 ans, 10 ans en arrière qu'il y a eu même des affrontements avec des cas de mort d'hommes. Donc il y a du sang qui s'est versé. Et les anciens qui devaient réparer tout cet or avant de partir sont partis, ils sont décédés. Ils ne sont pas là. Donc c'est comme s'il y avait une dette de sang qui est restée. Donc quand on s'appuie sur tout ça là, face dans cette situation, pour demander à des gens de se rapprocher les positions, vous voyez que c'est extrêmement difficile. Donc Dieu merci. C'est ce qui vous a poussé à vous. On a vu souvent vous comprenez, à terre. les militaires. Les Burkinabés ont trouvé que le ministre de la République qui va ramper devant des chefs coutumiers. On se demandait si c'était pas seulement le fils du village, ou c'était le ministre qui rampait pour chercher des solutions. Oui, je les amène à comprendre qu'on doit être habité d'une bonne éducation, d'une humilité qui te permet de comprendre qu'avant d'être ministre, on est d'abord une fils d'une localité de la terre. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, quand cette éducation est très profonde, la casquette d'un ministre ne devait pas t'empêcher de te mettre devant une personne qui porte des valeurs, qui incarne la tradition. Donc toutes les critiques contre vous par rapport à ces actions-là, ça ne vous ébranle pas du tout? Non, ça pas ne du vous a tout. Pas du Mais tout si vous avez un objectif précis de cheminer à atteindre cet objectif, et vous avez le temps de regarder dans n'importe quel buisson, quel bruit se fait là-bas, vous n'allez pas atteindre l'objectif. Donc, moi, ça ne me dit absolument rien. C'était pour avoir le feu vert de tous ces chefs-là qui vous étiez obligé de vous rabaisser autant? La preuve est que l'objectif a été atteint. Ce n'est même pas une question de me rabaisser. Je ne vois pas ça en ce sens. Je dis tout simplement, même si les chefs, pour les amener à parler de la même voix et avancer, si la condition était que je creuse un trou, mette ma tête et puis les pieds en l'air pour arriver, j'allais le faire. Parce que ceux qui sont dans le trou, ce sont des vies humaines. Et c'est parce que nous sommes dehors, nous respirons, nous mangeons, nous buvons, qu'on peut s'asseoir sur son clavier et tenir n'importe quel type de propos. Parce que ceux qui sont dans les fosses à l'intérieur n'ont pas le temps de se poser les mêmes interrogations. Donc c'est une façon de dire que quand vous représentez l'État, quel que soit votre niveau, et regardez à travers l'Afrique, on a vu des présidents se mettre à genoux ou même aux pieds de leur chef. C'est à nous de magnifier nos valeurs, de magnifier nos traditions. Qui avait été choqué d'entendre les citoyens critiquer ce comportement. D'abord, je n'ai même pas le temps de voir ces critiques dans la mesure où moi, mon esprit est totalement campé sur la libération de nos 8 frères. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà pourquoi j'ai dit, je félicite ceux de la communication qui ont fait ce travail de qualité. Ah oui, vous avez apprécié les images. J'ai beaucoup apprécié, je les invite à poursuivre. Parce que de toute façon, demain, Bassolma ne sera pas là, et que le neveu, le cousin et autres de Bassolma qui viendront occuper une place de responsabilité au nom de l'État, doit comprendre qu'il doit être habité d'un minimum d'éducation de qualité, mais aussi d'un minimum d'humilité pour pouvoir atteindre les objectifs pour lesquels nous sommes en train de parler. Nous avons pu réunir à travers ces actions l'ensemble des 8 responsables coutumiers de terre à Réau. Nous avons pu réunir dans la même rencontre le responsable catholique, le responsable des musulmans, le responsable des protestants,
Ils sont tous venus. Personnes, ils sont tous venus à la dernière rencontre. Une rencontre de vérité. Une rencontre vous avez de vérité. demandé à ce que chacun puisse dire tout. Tout le monde a reconnu que nous avons intérêt à regarder dans le même sens. Et quand nous avons fini, nous avons partagé un repas ensemble. Les chefs coutumiers à ce niveau communiquent. Par jour, je suis en contact avec eux. Jusqu'à hier, ils sont venus, voilà le lieu où ils se sont assis. Ils ont fait les 2 phases des sacrifices qui étaient destinés à la fosse. La 3e phase, où ils devaient entrer dans la fosse, il y a la presse également qui était prête. Et pour ne pas bloquer les travaux longtemps et faire 2 voyages, on a dû mettre la presse en avant. Et comme moi aussi je suis initié parmi eux, ils m'ont donné la 3e phase, que je suis rentré au niveau 580 dans l'eau. Je l'ai exécuté et je suis ressorti. Et le soir, justement, quand je suis parti avec la délégation ministérielle, j'ai été leur rendre compte. Donc, pas seulement Bazi et Waké, ils ne s'en cachent pas. Hein. Vous êtes initiés et vous êtes fiers de l'être. Hein. S'il y a des moyens pour pouvoir de renforcer, je vais toujours le faire. Parce que, d'abord, je suis africain, je suis traditionnaliste. Moi, je ne suis pas ceux qui se cachent à 2h du matin, 3h du matin. Le jour, ils montrent qu'ils sont ceci, ils sont cela. Le WAC, là, c'est des faux trucs. Pourtant, on voit des véhicules qui traversent les villages à 2h, 3h du matin. Ils viennent même au niveau des carrefours, ils déposent des choses à 5h pour ne pas se faire voir. Donc voilà pourquoi on dit qu'il y a 25% de catholiques dans notre pays, il y a 25% de musulmans dans notre pays, mais il y a 100% d'animistes. Parce que quand on doit compter tout ce qui est déposé au niveau des carrefours, là, il y a combien de personnes? Alors, donc moi je m'assume, j'assume mon état africain traditionnaliste, je l'assume jusqu'au fond, et je dois même cultiver davantage de courage et d'humilité, d'en gagner davantage et d'en propager. Revenons donc sur la dernière étape de ce sacrifice-là. C'est vous qui l'avez exécuté. Ça consistait à quoi exactement? Vous étiez obligé de redescendre encore une fois de plus dans la mine pour pouvoir faire ce sacrifice-là? Oui, je l'ai fait parce que vous savez très bien que dans nos traditions, quand il y a une question d'eau qui intervient, par exemple, quand quelqu'un tombe dans un puits, on peut même envoyer des plongeurs qui peuvent ne pas le retrouver. Mais si c'est des questions hautement traditionnelles, ce sont ceux qui s'occupent de la forge, qui viennent avec des enclumes. 2 enclumes. Ils ont des rites qu'ils exécutent avec un certain nombre d'éléments qu'ils exécutent sur le puits et dans les moments qui suivent, même si l'intéressé est décédé, un corps ne reste pas enfui sous l'eau sauf s'il est bloqué par un objet. S'il est libre, l'eau le rejette. Il peut arriver que quand quelqu'un également tombe dans un puits, et c'est lié à des questions traditionnelles, même les plongeurs ne peuvent pas rentrer parce que l'eau bout. Et ça bout sérieusement. Donc ce sont eux qui viennent avec ces pratiques, qui font des incantations à travers l'enclume et ils font en sorte à ce que l'eau se calme pour permettre à ceux qui doivent rentrer là d'entrer au cas où le corps n'est pas rejeté. Mais nous sommes dans une situation où c'est de l'eau qui a chaviré tout et qui a rempli la mine. Nous ne connaissons pas, même si nous pompons l'eau pour la faire sortir, la profondeur, on dit même qu'il faut avoir peur de l'eau qui dort. La profondeur n'étant pas maîtrisée, les comportements dans l'eau n'étant pas maîtrisés, à travers la tradition, il faut effectivement venir faire un certain nombre de sacrifices dans le même sens, comme si c'était un puits, mais il faut terminer la 3e phase en ayant les pieds dans l'eau. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait, et même s'asseoir dans l'eau. Donc, ce qui devait être recommandé, nous avons demandé tous ceux qui sont venus faire les sacrifices ici, on ne devait pas filmer, on ne devait pas photographier. Mais la 3e phase, je leur ai demandé, étant donné que je vais rentrer avec la presse, et il y aura beaucoup de monde, et quelles sont les dispositions qu'il fallait prendre. Les dispositions également, nous les avons prises. Et la condition était que tous ceux qui devaient aller avec moi, il y avait un comportement à avoir, il y avait un produit à consommer. Ceux qui estiment qu'ils sont dans une religion ou dans autre regard qu'ils ne peuvent pas, ils doivent reculer, aller à une distance où on ne les voit pas. Heureusement, parmi nous, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de traditionnalistes qui sont restés. Tous ont bu l'eau. En tout cas, je leur ai dit dès les préparations avant d'entrer que celui qui reste, il va consommer. Ce n'est pas, on ne demande pas si tu dois consommer, c'est une recommandation, ça s'impose. Donc, et quand nous sommes rentrés, j'ai exécuté ce que je devais exécuter. Je suis ressorti et j'ai donné sur place à tout un chacun. De toute façon, le sachet et tout ce que j'ai amené à l'intérieur ne doit pas ressortir avec moi. Donc ça doit y rester à l'intérieur, y compris le reste du produit et ce qui a été fait. Alors, est-ce que ces sacrifices-là vous rassurent qu'on va retrouver ces 8 mineurs? Si ça ne me rassurait pas, je n'allais pas aller prendre jusqu'à ces risques. Et je pense que quand vous vous retrouvez à la mosquée, à l'église, vous priez, on vous donne la communion, vous priez, ce n'est pas par comparaison, c'est parce que justement ça vous rassure que vous pouvez prendre un chemin qui va aboutir. Un homme qui n'a pas d'espoir ne se bat pas. Si vous vous battez, il doit avoir espoir. Il doit avoir espoir parce que ce n'est pas, même la vie, quand vous la prenez comme ça, et on peut se coucher le soir et puis le lendemain matin, on n'est pas dans une force mais n'est pas pouvoir se réveiller. Donc par conséquent, quelqu'un aussi peut être dans la force et il y a des miracles qui peuvent se produire.
Donc, maintenons le cap sur ça. Et si vous invoquez les mânes, vous invoquez les ancêtres, vous invoquez Dieu, vous demandez aux catholiques, aux protestants, aux musulmans de continuer de prier, on continue de faire des sacrifices. Si vous ne croyez pas, ce n'est pas évident que vous allez pouvoir avoir cette capacité de poursuivre. Moi, je crois et j'ai beaucoup d'espoir. Alors, est-ce que les vieux là, vous ont rassuré que les sacrifices là, peuvent sauver la situation? Et ce n'est pas que les vieux m'ont rassuré. Moi-même, je dois d'abord me rassurer dans la mesure où j'ai représenté les vieux à un moment donné. J'ai dit que la troisième phase de sacrifice d'hier, c'est moi qui les ai exécutés. Ce n'est pas aux vieux de me rassurer parce que je sais très bien ce que vaut la tradition. Je connais les capacités qui sont à la tradition. Et de toute façon, nous avons dit que ce soit la tradition et autres, nous qui la représentons et qui agissons, nous n'avons pas un comportement mathématique. Il y a que la tradition peut agir à travers un homme, mais il y a que l'homme doit intégrer à 100% que tout revient à une décision de la nature et de Dieu. Voilà qui est suffisamment clair. Je voudrais vous entendre sur un autre élément. De façon générale, l'opinion dit que c'est de la récupération qui est faite, pas seulement basée tout le temps. On vous voit dans le trou. On a l'impression que vous prenez du plaisir à descendre dans le trou. Je ne sais pas si quelqu'un qui sait très bien ce que c'est qu'une galerie peut prendre du plaisir à y descendre à une profondeur de 580 mètres. À moins qu'on ne soit vraiment à quelque part déréglé dans la tête. Une galerie, ça peut s'effondrer à n'importe quel moment. Et pour descendre à 580 mètres, il faut avoir parcouru 3,88 km dans les galeries. Tous ceux qui sont entrés, qui sont ressortis, ils savent très bien que tout peut vous arriver dans une galerie. Donc ce n'est pas des questions de gaieté de cœur. Mieux, et pour leur montrer que ce n'est pas un cas de plaisir, je vous ai dit que pour entrer dans les galeries, nous avons déjà été fermes à l'endroit des responsables de la mine, que le gouvernement ne va pas seulement se limiter à des questions de rapport, à des questions de coups de fil, ainsi de suite, que nous voulons toucher tout du doigt. Et toucher tout du doigt, je vous dis que là où nous sommes assis, par exemple, Bassolma a pu, parce que quand les premiers sacrifices devaient être faits, le tout premier jour que nous sommes rentrés avec les chefs traditionnels, les premiers sacrifices qui devaient être faits à l'intérieur, quand je suis rentré avec eux, avant de rentrer, j'ai dit à la mine, les traditionnels, quand ils viennent, ils ne portent pas un habit secondaire que quelqu'un a déjà porté. Il faut des habits neufs. Et s'ils les portent, ils font leur travail, quand ils sortent, ils repartent directement à la maison avec. Ils ne doivent pas déshabiller, poser pour que quelqu'un d'autre porte. Nous avons pris toutes ces dispositions, et depuis Koudougou avant de venir. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il faut, par exemple, quand vous prenez ce casque, il faut, comment dirais-je, voilà, il faut une torche à la tête qui permet d'allumer pour voir. Donc, j'ai constaté que comment dirais-je, les casques que j'avais amenés pour eux, ça ne peut pas porter ce dispositif. Or, ceux qui doivent aussi les accompagner au niveau de la mine, qui travaillent dans la mine, ne sont pas forcément des initiés et ne peuvent pas faire ce travail avec des gens qui ne sont pas initiés. Donc, j'ai expliqué à la mine, en disant qu'ils sont 3 qui doivent descendre. Et c'est moi seul qui peux les accompagner. Et pour les accompagner, donc, il faut que la mine me donne le matériel qui soit capable de me permettre de faire le travail. Et j'ai mis en garde. J'ai dit, attention, si je descends, c'est la même chose. Le matériel ne se retourne pas. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Voilà le casque qui a été remis. Voilà le gilet qui m'a été remis pour porter. Voilà la ceinture. Et au niveau de cette ceinture, ça porte cet élément de sauveteur. Il y a du matériel qui est dedans en cas de problème de respiration et autres. Et toutes les personnes qui descendent dans la mine doivent l'avoir. Mais connaissant le coût et ce que ça peut représenter pour la mine, j'ai dit que concernant les 3 traditionnels qui vont descendre, eux, ils ne vont pas mettre à la hanche, ils vont les préparer et puis mettre dans la voiture, à côté, pour qu'en cas de situation, ils puissent en prendre. Mais comme on doit laisser les véhicules à une distance donnée et on doit se déplacer, moi, c'est un impératif que j'ai ça au niveau des reins. Donc, ils m'ont remis ça, voilà les bottes avec lesquelles je descends au niveau de la mine. Mais quand nous sommes descendus, nous avons fait le travail. Je les ai raccompagnés jusqu'au village. Et moi-même, je suis rentré au village, et c'est là-bas que je me suis déshabillé. Et vous constatez que depuis que je suis ici, tout ce qui concerne le ministère se traite sur le site. Les dossiers à signer, à analyser, à affecter, ça se traite sur le site. Donc la nuit, je suis dans la chambre en train de traiter les dossiers qu'un responsable de la sécurité, de ma sécurité, l'un d'eux, est rentré. Il y a un de la mine qui a été un professeur d'anglais qui le connaît. Il lui a dit de m'informer qu'ils sont en manque de casque, si je pouvais leur amener le casque le lendemain. D'ici, j'allais savoir Ismaël. Je leur ai dit oui, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu problème. Parce que quand la sécurité est ressortie, ça n'a même pas fait 30 minutes, j'étais obligé de les rappeler. Quand ils sont rentrés dans la chambre, on dirait qu'on a égorgé un animal. Voilà le débardeur que j'ai porté quand je traitais et regardez, tout ça c'est mon sang. Est-ce que quelqu'un qui a tel type de débardeur, que ce soit les narines, les yeux, ça coule? Donc, un tel type de débardeur, où c'est son propre sang qui coule là-dessus, peut-il dire que c'est de la gaieté ou de la joie pour lui de descendre dans une galerie?
Donc ça veut dire que nous sommes engagés à sauver des frères. Mais ce sang-là, des justement, frères qui sont des frères burkinabés. Mais justement, j'ai dit, je coulais des narines de quand la vous étiez en train de faire les sacrifices. Pas des sacrifices. J'ai dit, on a fini les sacrifices. Je suis reparti dans mon logis. Et c'est quand j'étais dans mon logis que je traitais les dossiers. Puisque j'ai enlevé les bagages, j'ai déposé, je traitais les dossiers qui sont venus du ministère. Et c'est là maintenant, un de la sécurité est rentré me dire qu'un de la mine l'a appelé pour dire si je pouvais leur amener le casque parce qu'ils en manquent. Le simple fait de dire, OK, il n'y a pas de problème, on va amener, voilà ce que ça produit. Parce que, or, j'ai bien dit à la mine que le matériel qu'on porte, ce n'est pas du matériel qu'on remet. Donc c'est vraiment mystique tout ce qui se passe dans cette affaire. Quand vous montrez ça, si vous voulez, vous avez la possibilité de prendre l'habit, vous partez demander à quelqu'un, au niveau des laboratoires, ils peuvent toujours lever du sein et puis regarder. Non, c'est pour dire que c'est lui qui dit que Bassolma fait du théâtre, c'est lui qui dit que Bassolma fait du populisme. Si je m'attarde sur ces propos, c'est que c'est moi-même qui ne suis pas normal. Parce que quand vous douchez et puis quelqu'un qui est anormal, qui est débile, vient prendre vos caleçons et puis il court, si vous sortez pour le pourchasser, c'est vous qui serez regardé. Moi, je n'ai pas le temps de lire ces éléments. Est-ce que maintenant, au vu de ce que vous avez constaté, est-ce que vous avez peur pour votre vie maintenant? Non, si je dois avoir peur de ma vie, c'est que c'est grave. J'ai dit que mais moi... Mais saignement-là, quand oui, même, mais c'est saignement... Non, pas du tout. Mais il y a combien... Avant de commencer l'émission, j'ai dit que j'ai une mémoire pieuse à l'endroit de tous les militaires qui tombent. En quoi je les dépasse? Quand il y a une question nationale, on doit s'engager au prix de notre vie. C'est ce qu'on doit retenir. Mieux, moi j'ai 50 ans et quelques. Mais ceux qui sont à l'intérieur, peut-être qu'ils ne valent même pas les 40 ans. Donc, l'espérance de vie dans notre pays, c'est 46 ans. Donc, en quoi, moi, je ne dois pas manquer de capacité de considérer que tout ce que je fais même au quotidien, ça devient de la bonification. Donc, si moi, je dois rester dans une telle galerie et que des enfants moins jeunes que moi sortent pour servir mon pays, en quoi je ne dois pas être heureux? Alors, donc du coup, les risques, on doit les prendre s'il y a des risques. On doit être prêt à se sacrifier pour ce peuple. Pour ce peuple, vous l'avez bien dit. Pour vous, ceux qui parlent de récupération politique, d'une manière pour vous de vous réhabiliter auprès des habitants du Sanguier, vous n'avez absolument rien à faire avec ces gens. Non, mais quand on parle de réhabilitation, les termes ont leur sens. Voilà pourquoi je parle de niveau. Quand on parle de réhabilitation, c'est comme si vous étiez déjà en guéguerre avec vos communautés. Je n'ai jamais été en guéguerre avec une quelconque communauté dans notre... Pas de récupération politique non plus. Je ne suis pas un politicien, je n'appartiens pas à un parti politique, donc je ne vois pas en quoi je vais récupérer pour qui. Voilà pourquoi j'ai insisté, pendant le passage de Luc Adolphe Thiaw hier, dans la salle, devant tous les ministres et devant toute l'Assemblée, qu'il me revient que des gens chuchotent que Bassolma c'est une récupération politique. Ils sont même partis jusqu'à dire que Bassolma a mobilisé les familles qu'il a mis un piquet de grève au niveau du Haut Commissariat pour les instrumentaliser et créer des problèmes au pouvoir. Vous voyez comment ce n'est pas cohérent. C'est moi qui ai dit, nous étions sur la mine ici, et nous avons entendu que les parents directs des victimes ont déferlé sur le Haut Commissariat. Nous avons démarré ici et nous avons donné instruction à Madame le gouverneur de tout faire pour qu'un propos déplacé ne soit pas tenu à l'endroit de ses membres de famille. On parle de prise en charge psychosociologique. Donc les gens traversent déjà une douleur. La façon de les recevoir est très importante. Leur porte-parole, on est parti trouver que leur porte-parole a laissé un message, M. Bama, et vous aurez le temps aussi de le voir, a laissé un message dans lequel ils disent qu'ils vont camper ici jusqu'à ce que les frères soient retrouvés. Mais quand nous sommes arrivés, nous les avons écoutés. J'ai dit, tant mieux. Si on doit camper ici, si vous devrez camper ici, moi je demande tout simplement que vous me dites combien vous êtes. J'enverrai acheter des nattes. S'il faut que vous vous couchiez sur le sol, je me coucherai sur le sol. Si vous êtes sur des nattes, je resterai également sur les mêmes nattes. Parce que dire que ce sont nos frères que nous sommes en train de rechercher, ce n'est pas des questions de théorisation, c'est des questions de pratique. Et quand ils ont vu ces explications, notre engagement à aller de l'avant, ils se sont concertés et ils ont dit au soir que ce n'est pas la peine qu'ils restent. Les familles ne sont pas très lointaines de là. Ils vont aller et puis revenir chaque matin pour qu'on se retrouve. C'est là que je leur ai dit, vous avez déjà un porte-parole qui s'appelle Bama. Chaque matin, 8h30, on doit venir prendre part à la rencontre au sein de la mine. Il y a 2 représentants de la famille qui sont désignés. À midi, le haut commissaire doit tout faire en lien avec le gouverneur pour qu'il y ait un repas pour tout le monde. Il n'y a pas à dire les ministres vont manger ici, c'est le même repas. Les familles même nous ont abordé pour dire, bon, est-ce qu'on n'avait pas la possibilité de séparer? J'ai dit, il n'est pas question. Tout le monde mange dans tout le même plat, mange le même plat qui est venu. Vous pouvez leur questionner, ils sont là. Nous leur avons également dit que tous ceux qui viennent vous exprimer la solidarité et autres, qui vous donnent un minimum, j'invite le premier responsable, le porte-parole, à ouvrir un cahier et à les noter. Transparence. Mais je suis très exigeant, je ne souhaite pas, 1, entendre qu'il y ait eu une mésentente autour de quoi que ce soit, c'est 1 franc. 2, je ne veux pas voir une
canette de boisson alcoolisée ici. Encore moins une bouteille de boisson alcoolisée. 4. Si quelqu'un quitte la ville ou rentre en ville, s'il revient ici dans un état d'ébriété, nous allons nous rentrer dedans. Donc voilà des instructions qui ont été données de façon ferme et qui sont suivies jusque-là. Voilà qui est bien clair, Monsieur le ministre. On voit un peu toutes les dispositions qui ont été prises. Depuis quelques jours, vous êtes donc à Perquois, vous êtes à Réau, on pourrait le dire ainsi. Qui gère finalement le ministère de la fonction publique? Justement, le ministère de la fonction publique, je tiens à dire grandement merci à l'ensemble de mes collaborateurs. Il y a le DIRCAP qui est là, il y a le secrétaire général qui est là. Et ils font en sorte que toutes les urgences qui viennent sont exécutées avec brio, en compagnie avec la direction de la communication ministérielle. Maintenant, quand il y a des dossiers qui doivent être forcément signés ou analysés par le ministre, c'est parce que je n'ai pas ça sous les yeux. Et chaque 3 jours, l'ensemble des documents sont compilés par une équipe qui les envoie directement sur le site. Je procède à l'analyse, à l'affectation. Au moment où on parle de réduction du train de vie de l'État? Oui, mais justement, au moment où on parle de réduction du train de vie de l'État, je ne vois pas en quoi qu'un agent doit se déplacer. Le carburant qu'il va mettre pour venir. Mais qui vous a dit qu'il est venu en véhicule personnel? Est-ce qu'il va venir à pied, Monsieur le ministre? Mais s'il vient par les véhicules personnels, par rapport, mais justement, il représente l'État, non? Le problème est où? Ça dépend de la question qui doit être traitée. S'il était venu par avion ou à un V8, là, vous pouvez en dire. Ou bien s'il se ramasse plus d'une dizaine et viennent, là, vous pouvez le dire. Alors, il y a des exigences, on traite les exigences sans tomber, en tout cas à notre niveau, sur des questions d'émotion, de superficialité. Alors, vous êtes à Perquois, les fonctionnaires vous attendent, la vie chère, les hydrocarbures, toutes ces questions-là, on vous attend de pied ferme, l'UETS et tout ça? Oui, on m'attend de pied ferme. Je pense que toute personne qui a toute sa tête en place doit comprendre que le pied ferme, c'est sauver nos 8 frères. Et après ça, le reste, on en verra. Vous savez que ça vous attend, hein, tout ça? Mais même la mort m'attend, donc ce n'est pas les dossiers qui m'attendent qui doivent m'étonner. Rien ne vous ébranle, hein? Même la mort ne m'ébranle pas. Les hydrocarbures, vous en dites quoi? Je dis même la mort ne m'ébranle pas. Vous voulez esquiver la question? La mort ne m'ébranle pas, pas esquiver de toute façon, vous allez en parler. Il n'y a aucun vous avez démontré que la vie chère chère était là, donc tous ces éléments-là, on vous attend de pied ferme. Justement, j'ai dit même la mort, même aussi, je l'attends de pied ferme. La première que je vous ai montré un avis ensanglanté, donc ce n'est pas des dossiers qui peuvent m'esquiver. Après Perquois, on va se retrouver. En souhaitant que Perquois se termine en bonne forme comme on le souhaite avec nos 8 frères. Et on va repartir sur la vie chère. Aucun problème. Rendez-vous est pris, donc merci. Je vous en prie. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour depuis la mine de Perquois avec M. Bassolma Bazé, ministre de la fonction publique du Burkina, qui depuis quelques jours y est pour assister naturellement les familles des victimes, mais également suivre de près l'évolution de la situation. Vivement donc que toutes ces personnes soient retrouvées saines et sauf, c'est notre vœu le plus cher, et vivement qu'il en soit ainsi. Très bonne suite de programme à tous et à toutes, et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.